Bonsoir et bienvenue pour le 7-8, l'actu sur TV Fil 78 en ce 12 juin. Voici quelques-uns des sujets qui seront développés en direct comme toujours à 18h. La Coupe du Monde de football débute ce soir. La communauté brésilienne est prête. Rencontre avec des passionnés dans les Yvelines qui ne manqueront pas un seul match de cette compétition. Plusieurs maisons d'arrêt bloquées par les surveillants aujourd'hui en France. Situation plutôt calme à Bois d'Arcy, mais là aussi le personnel demande des moyens. La contestation ne faiblit pas depuis le 6 mai dernier. Alain Jage, le maire de la Verrière, invité de cette édition, il se dit inquiet de l'évolution de la République. Vous entendrez son témoignage. Il entend permettre un renouveau citoyen. Il sera fixé sur son sort le 26 juin prochain. Mehdi Nemmouche, le principal suspect dans la tuerie du musée juif de Bruxelles en mai dernier, saura dans une dizaine de jours s'il est extradé vers la Belgique ou non. Ce matin, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles a mis sa décision en délibéré. Le suspect, toujours présumé innocent selon son avocat, pose désormais des conditions à son extradition. Il dit ceci, il demande aujourd'hui aux autorités françaises de lui garantir que la Belgique, qui aujourd'hui demande sa remise dans le cadre de ce mandat d'arrêt, qu'il n'y aura pas extradition vers un autre pays. C'est la seule demande que nous avons, mais pour l'instant, on attend la décision qui sera notifiée. Et si le 26 juin, la chambre d'instruction confirme cette demande d'extradition vers la Belgique, l'avocat de Mehdi Nemmouche aura 3 jours pour former un pourvoi en cassation. Et suite à ce pourvoi, un délai de 40 jours est accordé. Si la Cour valide une nouvelle fois la décision, la justice française aura une dizaine de jours pour organiser le transfert. Pour l'instant, Mehdi Nemmouche qui reste incarcéré à la prison de Bois d'Arcy. Suite à l'adoption en première lecture de la réforme pénale par les députés ce mardi, le syndicat de l'administration pénitentiaire, UFAP-UNSA, a organisé aujourd'hui une mobilisation nationale. Mobilisation reprise à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, justement, où des tracts ont été distribués aux salariés. Objectif, réclamer le recrutement de personnel dans un établissement qui souffre de surpopulation de 180%, la mise en place d'une prime d'affectation ou encore la rénovation de la maison d'arrêt vieille de 40 ans font partie des revendications. Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, aujourd'hui, elles gèrent environ entre 100 et 120 dossiers par personne. Vous voulez qu'elles accompagnent les gens comment dans la réinsertion? C'est pas possible. Il faut un recrutement massif à leur niveau, il faut un recrutement massif du personnel de surveillance. Et les collègues aujourd'hui, ce qu'ils voient, c'est surtout le manque de personnel dans la fonction au niveau des établissements pénitentiaires. Par exemple, à Bois d'Arcy, si vous voulez, on a une nouvelle promo qui est arrivée nouvelle promo de surveillants qui est arrivée au 2 juin. Ils sont 35. Aux environs du 20 juin, ils seront opérationnels. Mais malgré ça, il manquera quand même 31 agents sur la maison d'arrêt de Bois d'Arcy qui n'ont pas été remplacés. Ça, déjà, ça pose un problème. Perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation. L'objectif d'un prix initié en 1961 par l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Lucien Paye. Dans le département, 8 collèges, 9 lycées ont participé cette année. Les lauréats qui vont maintenant défendre leur projet devant un jury national, ce sera à l'automne. Devoir individuel ou travail collectif, si la forme changeait en fonction du niveau scolaire des participants, la thématique était la même, libération des camps nazis, retour des déportés et découverte de l'univers concentrationnaire. Collégiens et lycéens de 17 établissements yvelinois ont défendu leur projet pour cette édition 2014 du concours départemental de la résistance et de la déportation. On a beaucoup épaulé ce concours au fil des années parce qu'il permet de rencontrer des acteurs encore vivants. Pour nous, c'est une sorte de symbole de ce que l'école doit être, école de la République, puisqu'elle autorise, par ce concours, mais aussi par d'autres moments de leur vie, elle autorise à se poser des questions sur son histoire et sur la place qu'on va trouver quand on sera citoyen dans notre beau pays et dans l'Europe. Des établissements de Saint-Germain-en-Laye, Plaisir, Saint-Cyr-l'École se sont distingués devant le jury composé de membres de l'Éducation nationale et d'associations de mémoire. Parmi les lauréats, Amaury, lycéen versaillais. C'est une période de l'histoire que j'ai déjà abordée plusieurs fois sous différents angles. Et le concours était pour moi une façon d'y trouver un sens plus profond que des combats. Ce qui m'a le plus marqué et qui me sensibilise le plus, c'est le débarquement du 6 juin. Parce que dans les musées que j'ai vus, dans les reportages et même dans les livres qu'on voit, on voit que c'est un moment où on sent que c'est très fort en émotion dans tout le monde. C'est important qu'ils sachent combien le fait d'avoir été occupé est douloureux, difficile, insupportable. Pourquoi surtout certains résistants ont œuvré dans la résistance pour ne pas avoir cet occupant sur notre territoire et pour la liberté de la France.
Les lauréats yvelinois préparent maintenant l'ultime étape de ce prix. La finale nationale se tiendra à l'automne. Le soleil qui revient et avec les beaux jours, l'envie de jardiner et pourquoi pas de se lancer dans des nouveautés. La permaculture par exemple, c'est une méthode qui permet d'intégrer activité humaine et écosystème. Des ateliers pour s'initier sont proposés régulièrement à la Maison de l'Environnement. C'est à Saint-Quentin en Yvelines, à Manille-les-Hameaux plus précisément, où l'on retrouve Olivier Maniscalco. Harmoniser l'activité humaine avec l'écosystème. Tel est le principe de la permaculture que l'association Sky en Transition permettait de découvrir lors d'un atelier ce mois-ci à Manille-les-Hameaux. Utiliser des poules pour réguler la population d'insectes nuisibles à votre potager, se servir de leurs excréments comme engrais pour enrichir vos sols, les techniques durables ne manquent pas en permaculture. En fait, la permaculture, on peut s'appliquer ça à sa vie quotidienne de façon vraiment très, très personnelle, dans son jardin, à sa maison, chez soi, planter un arbre, faire un jardin, reconcevoir la façon dont on va récupérer l'eau de pluie à la maison. D'abord initiés via un cours théorique, les participants étaient ensuite amenés sur le terrain pour découvrir comment appliquer la permaculture à l'échelle d'une ville. Nos besoins en tant qu'être humain sont importants. Le percorette a ses besoins, l'arbre a ses besoins. Donc on peut parler des besoins de tout le monde et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les besoins de tout le monde soient un peu mieux, soient bien remplis en fait. On n'a pas envie de s'opposer à la façon dont le monde tourne aujourd'hui. On a tout simplement envie de mieux trouver sa place et de jouer un rôle sur notre territoire au niveau local. Dans mon potager, j'évite de labourer. Voilà, je laboure pas, j'essaie de conserver les semis, enfin je fais mes semis, je conserve les graines, tout ça, donc il y a une idée de permanence. Et puis j'essaie d'aménager des espaces différenciés dans le potager, donc vraiment ce qu'on a, l'idée un peu de la permaculture. Si vous souhaitez découvrir la permaculture, d'autres ateliers seront organisés prochainement. Sachez aussi qu'un jardin pédagogique développé en permaculture existe à la ferme de Buloyer et qu'il est possible de le visiter. Invité du journal à présent, Alain Hajaj, le maire communiste de la Verrière, en poste depuis 2012, élu en mars dernier au scrutin municipal. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes venu ce soir car depuis votre commune de 6000 habitants, vous vous dites inquiet de l'évolution de la République, du rejet et des craintes des citoyens. Ce sont vos termes que vous avez employés dans un communiqué publié au lendemain des élections européennes dans votre ville. Le Front National est arrivé deuxième à ces élections. On va revoir le tableau des résultats justement. 7 votes d'écart seulement avec le Front de gauche qui termine en tête. Comment vous avez vécu ce moment quand vous avez pris connaissance de ces résultats, déjà de l'abstention qui a été très forte, et puis de cet écart de 7 voix seulement entre le Front de gauche et le Front National? Écoutez, d'abord, on était en lien avec tous les résultats nationaux, donc on voyait bien que, et pour être franc, ce n'est pas vraiment une surprise, on pressentait qu'un choc allait se produire, et ce choc s'est produit, donc avec effectivement un Front National très haut, une abstention très forte, notamment dans les quartiers populaires, une désaffection d'évidence de l'électorat de gauche principalement, mais aussi de l'électorat de droite, une radicalisation pour partie de cet électorat, mais aussi de classe moyenne, qui est sans doute inquiète, et donc un résultat que l'on a vu dans notre commune, dans les communes environnantes, même si, tout petit bout de satisfaction, 2 communes ont placé la gauche en tête dans le département. 2 seules communes, de la Verrière et Guyancourt et la Verrière le Front de gauche. Mais on ne peut pas satisfaire évidemment de ça, d'être devant quand il y a aussi peu d'écart. Donc c'est effectivement un résultat extrêmement inquiétant. Mais vous dites c'était prévisible. Ça veut dire aussi que sur le terrain, vous le sentez dans les rapports des gens avec les structures de l'État ou même dans le rapport des communautés entre elles aussi, il y a cette radicalisation, ce durcissement de l'opinion? Moi, j'avais déjà interpellé les pouvoirs publics et le Premier ministre qui m'avait reçu à l'époque en juillet de l'année dernière en disant effectivement… Les émeutes qui s'étaient déroulées à Trappes après un contrôle de police qui avait dérapé sur une femme. Exactement. Et j'avais déjà interpellé en disant notre République, c'est pas la République, c'est pas les quartiers qui s'éloignent de la République, c'est la République qui s'éloigne de nos villes, de nos quartiers. Il y a un vrai souci de rapport à la représentation démocratique. Nos citoyens n'ont plus confiance dans leurs élites, n'ont plus confiance dans leur parti, il y a une désaffection vis-à-vis des syndicats, et donc évidemment là-dessus se forme
de ces regroupements autour des rejets. Et le Front National, qui est un parti évidemment d'exclusion, ouvertement raciste, capitalise des voix sur une abstention forte. En nombre de voix, la Verrière, le Front National, c'est pas beaucoup de voix. C'est 150 voix. 157 sur un taux de participation normal, c'est 7-8%. Donc on n'est pas sur un chiffre en voix, mais évidemment le symbole est très fort. Et donc effectivement, nos citoyens aujourd'hui s'opposent, sont fractionnés, n'arrivent pas à se regrouper sur les enjeux, et puis donc très souvent préfèrent l'abstention ou préfèrent des votes chocs pour interpeller sans doute les hommes politiques, dont moi, maire de cette ville. Vous avez rappelé la situation de l'année dernière avec ces émeutes qui s'étaient déroulées sur Trappes notamment, sur la Verrière en partie sûr, aussi. Une telle situation peut se reproduire cet été ? Bien sûr. Vous constatez le même climat aujourd'hui ? Bien sûr. Vous savez, le climat, il est lié à 3 phénomènes que l'on rencontre et que tous les maires connaissent bien. Le premier, c'est le chômage. Un taux de chômage, un taux de désœuvrement extrêmement important dans des catégories de plus en plus larges. Ce n'est pas que le chômage des jeunes, c'est des personnes qui ont 30 ans, qui ont peu travaillé, des gens qui ont 40 ans, qui n'ont pas beaucoup travaillé, avec des fins de droit, et donc toute une génération qui se forme dans le désœuvrement. Le deuxième élément, c'est la perte des références et des valeurs. On est quand même dans une société aujourd'hui terrible du point de vue de ce qu'elle véhicule en termes de valeurs. Corruption, mensonge, non-confiance, détournement d'argent. Il suffit d'écouter les chaînes et les télévisions pour entendre ça. Donc on ne peut pas forger un monde d'avenir sur des valeurs qui sont aujourd'hui bafouées. Comment on fait pour changer tout ça aussi ? Alors, comment on fait ? Parce que vous prenez ce renouveau citoyen et on a bien entendu le constat dramatique que vous faites, mais passez le constat. 2 choses, il me semble. Il faut effectivement redonner la parole aux citoyens. Moi, je pense qu'il y en a marre. Les gens en ont marre que les politiques s'arrogent tous les droits, toutes les pensées, le droit de penser. Et donc il faut redonner la parole aux citoyens, remettre les citoyens au centre des débats. À la Verrière en ce moment, par exemple, sur une de nos cités, il y a un collectif d'habitants qui a décidé de se prendre en charge, d'interpeller la ville, d'interpeller les bailleurs. Ils font des réunions avec 50, 60, 80 participants. Il n'y a pas de politique, mais voilà, ils ont décidé de prendre leurs affaires en main. Donc c'est possible. C'est possible à un moment donné que les citoyens se prennent en charge. Et 2, il faut rompre avec ce système de pensée unique qui dit aux gens, il n'y a rien à faire, c'est la crise, serrez-vous la ceinture, toujours les mêmes, entre parenthèses. Que voient les citoyens ? Ils voient les écarts se creuser. Il suffit de regarder la télévision, il suffit de lire. Il y a la Coupe du Monde de football en ce moment. Il suffit de voir comment vivent un certain nombre de personnes. On sait bien que les écarts se sont creusés entre ceux qui sont pauvres, toujours plus pauvres, et ceux qui sont riches, toujours plus riches. Et ça, on peut essayer de l'habiller comme on veut. On peut dire qu'il n'y a pas d'argent. Les gens savent bien qu'il y en a. Il faut faire des cahiers de doléances. Oui, moi je suis. Un petit peu tout ça. Ce que vous appelez justement à vous réunir, à débattre, ça va prendre quelle forme sur la ville ? Moi je pense qu'on peut proposer 2-3 choses. Après les citoyens feront ce qu'ils souhaiteront et puis chacun s'en saisira peut-être différemment. Moi je dis qu'il faut effectivement un renouveau des idées, renouveau des méthodes, renouveau des personnels politiques. Et donc, il faut effectivement redonner la parole. Et les citoyens, il faut revenir effectivement comme à une époque où on écrit des cahiers de doléances, on dit ce qu'on a à dire, on est on à la veille revendique. d'une révolution, alors. Révolution, ce n'est pas le terme. Je pense que surtout, il faut bouger les choses. Il faut que les citoyens nous bousculent. Il faut qu'on nous renvoie aux réalités. Il faut que nous reprenions ces réalités bien en compte et qu'on puisse définir. Et il y a peut-être une autre société possible. Il y a effectivement, moi j'y crois. Je crois à une autre société qui ne soit pas basée sur le consumérisme, qui ne soit pas basée sur la compétitivité à outrance, sur un système économique qui enrichit ceux qui ont l'argent et qui appauvrit ceux qui n'en ont pas. Je pense qu'il y a un autre, et sur la base des valeurs. Les valeurs essentielles qui restent que l'homme doit trouver sa place dans cette société, sur cette terre, en harmonie avec l'environnement, mais aussi avec les hommes eux-mêmes. Et ça, c'est possible. La dernière cote de popularité du président de la République est autour de 15%. Il doit faire quoi aujourd'hui dans une telle situation ? Vous souhaiteriez quoi ? Qu'il y ait des nouvelles élections, une dissolution ? Justement, ça redonnerait la parole au peuple ? Moi, je ne suis pas sûr de cela. Je pense qu'il faut commencer par le début, c'est-à-dire redonner confiance
dans la citoyenneté. Parce que sinon, demain, ce ne sera peut-être pas lui, ce sera un autre qui fera à peu près la même chose. Donc, ce n'est pas ça. Le débat, aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'il faut changer François par Hollande ou Hollande par François. C'est vraiment changer les méthodes profondément et le projet. Et donc, il faut commencer par la base. Il faut que les citoyens se mobilisent dans nos quartiers. Je prendrai des initiatives à la Verrière. Je propose de redonner la parole aux citoyens à la Verrière. Ils se réuniront, ils diront ce qu'ils auront envie de dire, ils écriront les cahiers de doléances. Et j'espère que dans chaque ville, après, les choses pourront se passer, puis que les citoyens qui ont envie que les choses bougent se retrouveront dans des forums, dans des débats, et qu'on soit un peu bousculés. Donc vous adapterez votre politique sur ce mandat en fonction des remontées que vous pourrez avoir de ces cahiers de doléances? C'est ce qu'on fait déjà. C'est ce qu'on fait. Moi, je suis effectivement sans arrêt dans des postures d'écoute. C'est difficile parce que le maire aujourd'hui a moins de moyens qu'il en avait. Les budgets sont extrêmement difficiles et donc les demandes sont énormes des habitants, énormes. Quelles sont les demandes prioritaires aujourd'hui? L'emploi et le logement. L'emploi, le logement. Mais vraiment, j'étais encore ce matin dans le quartier du Bois de l'Étang et j'ai croisé tout un ensemble de jeunes et de moins jeunes et tous me disent l'emploi, monsieur le maire, l'emploi, l'emploi. Et quand je leur dis oui, mais le maire, il fait ce qu'il peut, il essaye de créer, il essaye de soutenir, on voit bien qu'il y a une dimension autre qu'il faut trouver et l'emploi est la priorité. Il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas créer d'emplois. Il faut pouvoir créer des emplois de production, des emplois de services, des emplois qualifiés, des emplois moins qualifiés et il faut redonner de l'espoir. Et redonner de l'espoir, c'est redonner des perspectives, c'est aussi redonner des évolutions. On peut commencer peut-être à un bout de la chaîne et puis remonter. Vous savez bien, le fameux ascenseur social qui est complètement en panne aujourd'hui. On a construit des générations là-dessus. On passait d'un petit logement à un plus grand, on passait d'un petit emploi non qualifié à un emploi qualifié, il y avait la formation derrière. Eh bien, ce système-là, il faut le remettre un peu en marche et c'est possible. Le chômage aujourd'hui sur la population de la Verrière, ça représente quoi ? Les chiffres officiels tournent autour de 14-15. Malheureusement, il y a aussi plein de gens qui aujourd'hui s'inscrivent même plus, qui sont au bout de droit définitif. Donc il y a toute cette partie de la population non visible, complètement exclue. Et il y a une population qui m'inquiète, qui est la population déscolarisée, qui rentre dans aucun chiffre, les jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, et que l'on voit aujourd'hui dans nos cités. Ce n'est pas la meilleure école de la réussite et de la vie. Et cela, il faut avoir un message fort en leur direction, il faut pouvoir leur redonner de l'espoir, de l'espérance, de l'avenir. Autre sujet, on va parler de football dans quelques instants. Il y a l'ouverture de la Coupe du Monde, forcément c'est un événement toujours très fédérateur, c'est ce qu'on dit souvent. Vous y croyez, un nouvel effet fédérateur en France, comme en 98 ? Non, parce que je pense que les préoccupations ont beaucoup bougé. Bien sûr, il y aura de l'engouement. Bien sûr, selon les résultats des équipes ou de l'équipe nationale, l'engouement grandira. Mais je ne crois pas qu'on soit... On n'est pas dans le même contexte qu'en 98. Je ne crois pas qu'on soit dans le même contexte. Je ne crois pas. Au-delà de ces considérations sur l'état des lieux que vous faites sur la société, comment se passe le début de ce mandat ? Bien actif. Vous savez qu'on avait beaucoup de projets, donc on s'est remis au travail sur les projets que nous avions un peu mis en sommeil, non pas en sommeil, mais au ralenti pendant la campagne électorale. Donc la réforme des rythmes scolaires. J'étais ce matin à la conférence de presse de Benoît Hamon donc pour faire un premier bilan. On a entendu le ministre faire un premier bilan. Donc nous, on va rentrer au mois de septembre. Le projet quartier Gare-Bécane, dont on va avoir les premières esquisses avant le début de l'été. Donc les élus vont pouvoir commencer à regarder ce projet. Et puis d'autres encore sur lesquels nous travaillons. Donc un mandat actif, mais au cœur, encore une fois, au cœur, la citoyenneté. C'est la première chose dont nous sommes saisis, c'est comment mettre en place les formes de dialogue, de rencontres régulières, d'interpellations que peuvent avoir les habitants des élus. Il faut que les élus puissent rendre compte régulièrement de leur... Moi, je suis pour même l'aspect révocable du mandat. Une dernière question concernant votre opposition qui vous a reproché sur ce début de mandat d'augmenter les impôts. Vous avez une réponse à faire ? Oui, bien sûr. On n'avait pas augmenté les impôts depuis 10 ans. On a augmenté de 1,5% les impôts. Donc en 10 ans, nous avons augmenté d'1,5%. Je crois que c'est le plus faible taux d'augmentation de toute l'agglomération. Ça représente en moyenne 4 € par famille. Donc bien sûr, à un moment donné, il faut que les élus prennent aussi leurs responsabilités. Nous allons continuer. Nous sommes inquiets sur le devenir de la géographie prioritaire. Nous sommes inquiets sur les baisses des dotations. Et donc, évidemment, ça ne doit pas se traduire par la récupération par l'impôt. Il faut évidemment que nous regardions les dépenses, les recettes nouvelles, le développement de la ville auquel je crois. Merci Alain Jage, maire de la Verrière, un maire inquiet. Vous nous avez expliqué l'état de la République aujourd'hui, votre vision aujourd'hui de la situation. Merci à vous. Merci. Football donc, avec l'ouverture du mondial. Ce soir sera donné le coup d'envoi de cette Coupe du Monde avec le match Brésil-Croatie. Une rencontre attendue avec impatience pour certains Saint-Quentinois qui tirent leurs racines de ce pays du football. Anthony Reich et Juliette Pousson. Bonjour, ça va ?
Depuis quelques jours, Maître Touché se repasse les grands moments de l'histoire de la Coupe du Monde. Il va vivre le premier match du Brésil ici, à 50 ans en Yvelines, mais ce professeur de capoeira part avec sa femme et ses 2 enfants pour Belo Horizonte, sa ville natale, le 26 juin prochain pour les 8e de finale. Pour moi, j'étais petit, voilà, pour voir les autres Coupes du Monde, ça n'a rien à voir comme c'était aujourd'hui. Donc, comme Brésilien, et en fait, pas exactement comme Brésilien, mais on pense que comme toute la planète, ils sont en train d'y aller et visiter et voir cette Coupe du Monde, que ça sera exactement extraordinaire. Le Brésil organise sa seconde Coupe du Monde après celle de 1950. Si à l'époque, la Seleção s'était inclinée 2-1 face à l'Uruguay, en 2014, ce supporter ne voit qu'une seule fin pour les coéquipiers de Neymar, la star barcelonaise. Neymar, c'est un excellent joueur. Donc, mais je ne pense pas que c'était que lui. Il y a des autres aussi derrière lui qui sont extraordinaires joueurs et qui vont me donner cette présidence des sorties vainqueurs de cette Coupe du Monde. Si Maître Touché vibrera pour la Seleção, il aura un œil sur le parcours des Bleus. Mais en cas de finale Brésil-France, il a déjà choisi son camp. Ouais, ça se dirait bien. France-Brésil, pourquoi pas. Comme j'ai dit, c'est un peu difficile. Cette fois, c'est sûr que c'est le Brésil, c'est dans notre pays. Mais pour cela, la Seleção devra bien débuter ce soir lors du match d'ouverture face à la Croatie. Mondial de foot toujours avec ce tour de force technologique. Un paraplégique va en effet donner le coup d'envoi de la compétition à Sao Paulo grâce à un exosquelette fabriqué dans les Yvelines. C'est la société BIA, une PME de 80 personnes installée à Conflans-Sainte-Honorine qui a travaillé sur ce dispositif pendant 1 an avec plus de 150 chercheurs du monde entier. Un exosquelette autonome capable de redonner à un handicapé des membres inférieurs la possibilité de marcher à nouveau en commandant la machine par sa seule pensée. On reste dans le domaine médical. Une clinique privée de soins de suite va voir le jour à Guyancourt en 2017. Une clinique qui devrait permettre d'offrir une centaine de lits. Elle sera installée dans le quartier du Pont du Routoir. Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Sur ce terrain de 5 hectares en bordure du boulevard du Château à Guyancourt, une école est en train d'être construite. Un programme bientôt complété par 200 logements et dans 2 ans et demi par une clinique de soins de suite. Un bâtiment doté d'une centaine de lits longue durée et de 30 lits d'hospitalisation de jour, ainsi que d'un service à domicile. Le chantier devrait démarrer fin 2014 pour une ouverture prévue en 2017, un projet 100% privé. C'est une clinique de soins de suite. Vous savez, quand on a été hospitalisé, par exemple suite à une opération, on peut avoir besoin de rester en milieu hospitalier. C'est donc la clinique de soins de suite qui comprendra une centaine de lits pour rester, y compris la nuit, enfin à temps plein, mais également un hôpital de jour pour les soins en journée. Et en plus, un troisième volet, c'est l'hospitalisation à domicile, un service d'hospitalisation à domicile qui aura sa base et qui permettra de rayonner pour Guyancourt, mais également pour les communes avoisinantes, pour le Sud-Yvelines. L'ouverture de cette clinique devrait générer une centaine d'emplois. Et puis toujours à Guyancourt, la maison de retraite des Saules, qui compte actuellement 78 lits, va connaître une extension. Elle va accueillir 28 lits supplémentaires qui seront réservés à des malades d'Alzheimer. Les travaux devraient démarrer en septembre 2014 pour une durée d'environ 1 an et demi. La maison de retraite est gérée par le groupe Corian, déjà gestionnaire de la résidence Quieta à Montigny-le-Bretonneux. Les cheminots ont voté la reconduction de la grève pour ce vendredi 13 juin. Dans les Yvelines, le syndicat CGT a également suivi le mouvement. Un cheminot sur 2 est en grève et selon le responsable syndical de Versailles, 51 personnels roulants étaient en grève. Mercredi, ils étaient 69 ce jeudi. Le trafic qui est donc perturbé aujourd'hui, par exemple sur la ligne SNCF La Verrière-Montparnasse. Un train circulait toutes les demi-heures aux heures de pointe. Idem pour La Verrière-La Défense. Sur la ligne C du RER entre Saint-Quentin en Yvelines et Paris, un train toutes les heures à partir de 8 heures au départ de l'agglomération. Pour les prochains jours, tous les renseignements sont sur le site qui s'est affiché abcdtrain.com. Fin du journal pour ce jeudi 12 juin. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec Catherine Zulato pour un nouveau point sur l'actualité locale. Excellente soirée et bon match si vous suivez la Coupe du Monde.